Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, et avec Isabelle de Goulmin, présidente des Semaines sociales. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le Front populaire peut-il gagner ?» Il est ainsi chapeauté. En appelant à la formation d'un nouveau Front populaire au soir du 9 juin, François Ruffin avait sans doute conscience de réactiver une puissante mythologie de la gauche. C'est celle qui s'unit en 1936 pour laisser dans l'histoire, malgré une fin tragique, un héritage d'acquis sociaux incomparables. La force d'une expression peut-elle transcender les pesanteurs et les inquiétudes du moment et susciter l'espérance ? En ce qui nous concerne aujourd'hui, les règles de l'ARCOM nous impose de ne pas évoquer les élections le jour où elles ont lieu. C'est évidemment à ces règles que nous nous plierons, mais c'est aussi pourquoi la semaine prochaine, nous mettrons en ligne notre conversation sur les résultats du premier tour. Nous la mettrons en ligne le vendredi 5 juillet, puisque c'est à partir du vendredi à minuit que les règles en question s'imposent. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 8 septembre. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Nous avons donc choisi d'aborder aujourd'hui deux sujets hors de nos frontières, celui des élections britanniques et celui de Poutine face au terrorisme islamique au Daghestan. Commençons par les enjeux des élections britanniques. Les Britanniques se rendront aux urnes le 4 juillet pour des élections législatives anticipées qui pourraient voir les travaillistes revenir à Downing Street après 14 années de Premier ministre conservateur. Rishi Sunak, l'actuel chef du gouvernement Tory, qui a réussi à ramener de la stabilité après les années Boris Johnson, met en avant le recul de l'inflation à 2,3% sur un an en avril, après un pic à 11% en 2022. Mais l'activité du secteur privé a ralenti en juin et la dette publique s'est encore creusée en mai. Elle flirte depuis plusieurs mois avec les 100% du PIB, 99,8% en mai. Parmi les priorités listées de l'actuel Premier ministre en début de mandat, il n'est pas parvenu à réduire les listes d'attente dans le service de santé publique NHS ou à mettre fin aux traversées de migrants entre la France et l'Angleterre. L'immigration nette s'est élevée à 685 000 personnes en 2023, soit le deuxième niveau le plus élevé après le record de l'année précédente, 764 000 personnes. Sunak veut en envoyer des milliers au Rwanda. Selon une étude YouGov publiée début juin, le Parti travailliste pourrait remporter le 4 juillet la plus grande victoire de son histoire, bien plus large que celle de Tony Blair en 1997. Les sociodémocrates sont crédités d'environ 20 points d'avance et depuis son arrivée à la tête des travaillistes en 2020, Keir Starmer, 61 ans, a recentré le parti après les années de Jeremy Corbyn, beaucoup plus à gauche, et il s'est montré ferme face à l'antisémitisme. Avec un slogan tenant en un mot, change, changement, et une priorité, le retour à la stabilité politique et économique, Keir Starmer déclare vouloir se débarrasser des éléments les plus choquants de l'héritage du gouvernement conservateur, comme la politique d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Toutefois, il assure qu'il fera baisser les chiffres de l'immigration, mordant ainsi sur le cheval de bataille des Tories, et sur le plan économique, il promet de ne pas augmenter la TVA ou l'impôt sur les revenus, insistant sur la nécessaire discipline budgétaire et limitant ses promesses d'investissement dans les services publics à celles qui peuvent être financées sans augmenter la dette. Le triomphe à venir du Labour, observe The Guardian, s'explique au moins en partie par la percée de Reform UK, le parti anti-immigration de Nigel Farage, donné devant les conservateurs dans certains sondages, 20% contre 19%, et concrètement, le mode de scrutin uninominal à un tour qui couronne la personne arrivée en tête dans chaque circonscription
punit sévèrement la dispersion des voix. La présence donc de deux forces politiques concurrentes à droite laisse le champ libre aux candidats travaillistes dans des centaines de circonscriptions. La confiance des Britanniques dans leur politique est historiquement basse. Selon une étude du National Center for Social Research parue le 12 juin, selon ce sondage, 45% des personnes interrogées ne font presque jamais confiance au gouvernement pour mettre l'intérêt supérieur du pays avant leurs calculs partisans. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Depuis Montesquieu, le Royaume-Uni est un objet d'analyse pour tous les politologues ou les sociologues, parce que quand on fait la comparaison avec la France, ce sont deux pays qui sont géographiquement très proches, démographiquement très proches, et en même temps, il y a un maximum d'exotisme avec des institutions, des mœurs, des sociétés qui obéissent à des règles totalement différentes. Et ce qui se passe aujourd'hui ne fait pas exception, c'est-à-dire que nous avons au Royaume-Uni le retour en force de la social-démocratie classique, au moment même où nous voyons sur le continent européen une embardée à droite, voire à l'extrême droite. Cette dissolution, elle est logique dans le système britannique. Pourquoi ? Parce que Rishi Sunak, qui par ailleurs a essayé de rendre un peu d'essence au gouvernement conservateur, est dans une situation complètement bloquée. Il a pris acte de son incapacité à gouverner, de la division des conservateurs et finalement de la fin de ce cycle conservateur qui a démarré il y a 14 ans. Et de fait, aujourd'hui, la situation électorale paraît assez claire, c'est-à-dire un triomphe de ce nouveau Labour de Keir Starmer, qui est un Labour clairement revenu à la social-démocratie contre le radicalisme de Corbyn, un triomphe qui devrait d'ailleurs aussi déborder et s'appliquer à l'Écosse avec le recul des indépendantistes. À l'inverse, les conservateurs sont dans une situation très difficile, et d'autant plus que l'autre fait marquant, c'est la percée de Nigel Farage, qui, avec son parti Reform UK, revient à la charge sur deux thèmes, le Brexit et la lutte contre l'immigration, et qui pourrait, il n'aura pas beaucoup d'élus, mais il pourrait faire beaucoup de mal aux conservateurs. Alors, comment est-ce que s'explique cette situation, qui est effectivement une situation très particulière au Royaume-Uni ? Il faut bien comprendre que le Royaume-Uni a eu son moment populiste en 2016 avec le vote du Brexit, et donc avant, d'une certaine manière, il a inauguré cette vague populiste avec effectivement les États-Unis et Donald Trump. Depuis ce moment populiste qui était construit sur le Brexit a fait long feu, puisque le bilan du Brexit, il est catastrophique. Sur le plan économique, c'est la perte d'au moins 5 points de croissance. Les exportations se sont effondrées. Les investissements, la position du Royaume-Uni comme tête de pont sur l'Europe a disparu. Les services publics se sont énormément dégradés avec le départ de beaucoup de gens compétents. Et le paradoxe, c'est que l'immigration a plutôt augmenté, mais c'est maintenant une immigration non européenne. Et en face de ce désastre, on a des conservateurs qui se sont survécus au pouvoir, mais avec, j'allais dire, avec des pathologies. Donc, Cameron, ça a été l'austérité plus ces référendums complètement absurdes. Madame May n'arrivait pas à faire le Brexit. Boris Johnson l'a fait, mais s'est révélé un dirigeant catastrophique, a multiplié les scandales et les errements à propos du Covid. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu 220 000 morts au Royaume-Uni. Ensuite, Liz Truss a quand même réussi, pour un gouvernement conservateur, à créer une panique financière en 2022, et Rishi Sunak, lui, a hérité de tout ça et n'a pas de vrai projet. Donc voilà l'explication, et voilà pourquoi finalement on a ce décalage entre le Royaume-Uni et l'Europe. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc, très vraisemblablement, on va avoir une victoire du Labour. Un Labour qui, effectivement, est sur une vraie ligne social-démocrate, avec le retour de la stabilité et, j'allais dire, de la décence par rapport à un certain nombre de débordements, notamment de l'époque Boris Johnson. Une forme de
ce qu'on appelle les Bidenomics, c'est-à-dire en fait une politique macroéconomique plutôt raisonnable et orthodoxe, plus d'intervention dans la politique industrielle, une volonté de rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vrai cœur de la campagne, ce sont les services publics, et dans les services publics, c'est la santé. Il y a aujourd'hui une liste d'attente de près de 8 millions de patients au Royaume-Uni. Il y a eu ce krach sanitaire de la Covid, et c'est vrai que c'est aujourd'hui un problème majeur. L'autre problème important étant le logement. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Finalement, c'est de se dire que le retour d'un clivage droite-gauche est sans doute la meilleure manière de contrer le populisme, que ce populisme, c'est intéressant de voir que il est temps, donc le Labour s'en est débarrassé, mais il renaît immédiatement à droite avec Nigel Farage. Et la dernière chose qui est impressionnante, c'est qu'on voit quand même au Royaume-Uni, c'est un pays à reconstruire sur le plan du modèle économique et social, et que ça, pour le coup, c'est un vrai point commun avec la France. Isabelle de Golemin. Oui, merci. Et effectivement, je trouve que la vision que vous adressez, Nicolas, elle est intéressante. Alors, je vais peut-être prendre le contre-pied, mais finalement, pour revenir à la même chose, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est différent, mais en même temps, c'est pareil. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant dans la crise que vit aujourd'hui la Grande-Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup de points communs avec finalement tous les pays d'Europe et presque un peu tous les vieux pays d'Europe. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'elle va s'en sortir? J'en sais rien. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est que le Brexit n'est quasiment pas évoqué dans cette campagne. Bon, tout le monde a pris acte et finalement, on ne revient pas dessus. Parce que qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne et qu'est-ce qui se passe dans toute l'Europe? Finalement, c'est effectivement le problème des services publics et le problème de la santé. Et c'est intéressant parce que la santé en Grande-Bretagne, c'est un peu comme nous, l'éducation nationale. Il y a un lien très très fort entre cette population et son service national de santé qui est effectivement complètement déliquescent. Alors vous savez que depuis cette année, on a dans les demandes de visa médical, donc des gens, visa médicaux, pardon, des gens qui viennent, qui demandent un visa pour venir se soigner en France, et ben, il y a beaucoup de Britanniques. C'est-à-dire que comme ils ne sont plus en Europe, ils peuvent demander le visa médical, enfin ils doivent demander, ils viennent se soigner en France. Donc ça veut dire que vraiment ce système ne fonctionne plus. Et ça, c'est pas simplement depuis le Brexit, ça fait longtemps qu'il y a une dégradation. Et ça rappelle, c'est vrai, des dégradations des services publics en Allemagne, sur les transports, en France, sur l'éducation nationale notamment, et puis il y a d'autres services publics. Donc là, il y a quelque chose, un malaise de la population par rapport à cette population européenne qui n'arrive plus à tenir ses services publics à un certain niveau. Et finalement, la démocratie sociale européenne était beaucoup faite là-dessus. Il y a aussi un autre phénomène, je trouve intéressant pour nous, Européens, c'est ce ressentiment qui est très fort en Grande-Bretagne depuis la crise de 2008, la crise financière, avec des territoires entiers qui se sont détachés de la prospérité, qui ont été très touchés par le Covid et puis par l'inflation, l'inflation qui est un système qui effectivement augmente les inégalités. Et là, il y a quelque chose qui est très fort et une espèce de voilà ce ressentiment qu'il y a aussi dans d'autres territoires européens qui se sentent à l'écart d'une forme de prospérité. Et puis aussi, comme phénomène, l'immigration. Et ce que je trouve intéressant, alors effectivement, Rishi Sunak n'est pas arrivé à juguler l'immigration illégale, mais les travaillistes ont aussi, Sterner a aussi promis de lutter contre l'immigration. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il ne va pas envoyer au Rwanda les immigrés illégaux, mais il est quand même revenu là-dessus. Et donc, l'immigration est au cœur de cette campagne et au cœur des craintes des Britanniques, un peu ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on peut voir en Europe. Et puis, l'antisémitisme, c'est vrai qu'il vient polluer, là encore, la campagne, puisque avec l'héritage Corbyn, il y a toute cette accusation d'antisémitisme du Parti travailliste qui remonte avec ce qui s'est passé entre Israël et Gaza, évidemment. Ça a créé beaucoup de tensions. Et donc, je trouve intéressant d'avoir tous ces éléments qui sont finalement les mêmes qu'en France, qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas. On voit bien ces constantes. Alors, peut-être le point d'espoir, c'est que finalement, comme Nicolas, vous l'avez très bien dit, on est déjà passé par le populisme. Il y a eu ce vote du Brexit qui était un peu finalement à contre, enfin, qui peut paraître quand même un peu curieux. La démocratie britannique, elle a tenu.
Voilà. Et ça, je trouve ça quand même intéressant. Elle a tenu malgré des fortes tensions, des déséquilibres, des changements de Premier ministre incessants du côté conservateur. Donc, qu'est-ce que les travaillistes vont maintenant arriver à faire? Je pense que le gros problème, c'est que le pays est très endetté et qu'il y a quand même ces services publics qui ne fonctionnent pas et qui nécessitent un énorme investissement aujourd'hui pour se remettre à niveau. Donc, est-ce que dans quelques années, on va pas du coup avoir encore plus une extrême droite qui va profiter de cet état de fait, ou est-ce qu'ils vont réussir à rétablir un peu l'équilibre? En tout cas, je trouve que ce qui se passe en Grande-Bretagne est pour moi caractéristique de ce qui se passe dans toute cette vieille Europe qui se demande comment elle peut garder son système de protection sociale dans un monde mondialisé, voilà, avec tous ces problèmes financiers et industriels. Akram Belgaïd. Oui, on est dans une espèce de cycle répétitif. En 1997, à la fin du dernier siècle, Blair a fait campagne notamment sur les services publics, en promettant à ses concitoyens que le système de santé, mais aussi le système de transport, serait réhabilité, modernisé, etc., etc. On voit où on en est encore aujourd'hui. À bien des égards, malgré une modernité qu'on peut retrouver ailleurs, la Grande-Bretagne est devenue un pays, par certains côtés, très archaïque. Il suffit les gens qui râlent en France sur l'état de nos services d'urgence, voir ce qu'est un hôpital dans la banlieue de Londres, par exemple, est sidérant. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, ça tient avec des bouts de ficelle, et ça fait des décennies que ça dure. Et on est dans un cycle qui finalement, ça a été dit, on a des conservateurs qui font beaucoup de bêtises, on a une tentation populiste qui mène à quelque chose, le Brexit. Et soudain, on semble repartir de nouveau dans une nouvelle démarche, c'est-à-dire avec l'arrivée d'un parti travailliste qui promet monts et merveilles, avec une extrême droite qui est aux aguets, parce qu'elle sait très bien que ce parti travailliste ne va probablement pas tenir ses promesses, parce que, alors bien entendu, la présence dans le discours électoral des services publics, elle est importante, mais c'est aussi un parti qui promet d'être celui des entreprises. C'est un parti qui promet d'être celui de la mesure et de la justesse en matière de dépenses publiques. Tout ça est inconciliable. Il y a, comme l'a dit Isabelle, une situation absolument de sous-investissement absolument énorme. Comment vous réglez ça? Surtout que vous ne faites plus partie de l'Europe. Vous ne pouvez même plus compter sur une aide européenne ou un programme européen d'infrastructure comme Delors en avait rêvé à son époque. Donc il y a cette contradiction qui est comme si on avait remis le compteur à zéro tout en se disant que dans 10 ans ou même peut-être plus tôt, on va connaître un scénario électoral comparable à ce qui se passe chez des voisins de la Grande-Bretagne. Et ça, c'est une question importante. L'autre point, je voudrais juste dire que, alors sans en avoir été un partisan, je serais plus mesuré concernant le bilan du Brexit. Parce qu'effectivement, il y a des choses négatives, ils se sont coupés de beaucoup de choses, des compétences ont quitté le pays, etc. et tout. Mais néanmoins, dans ce qui est, je dirais, l'accès aux opportunités en termes d'emploi pour les catégories les plus basses populaires en Grande-Bretagne, il y a des choses qui se sont faites. La question de l'investissement local a repris le dessus aussi. On a des initiatives locales qui peuvent renaître et qui étaient plus ou moins difficiles par rapport aux réglementations européennes, par rapport à l'exigence de concurrence, etc. Je pense notamment à tout ce qui est TPE et PME. Donc, l'affaire n'est pas encore entendue à mon avis, et c'est peut-être aussi pour cela que même le Labour est très discret sur ce point-là. Il y a eu un débat, une émission à la BBC où le représentant du Labour, le journaliste, revenait systématiquement à la charge en disant « mais
si vous êtes élu, si vous avez la majorité, vous revenez sur le Brexit, et l'autre refusait de répondre. Il disait non, mais enfin, c'est pas notre priorité, etc. Et donc, c'est assez intéressant. Pourtant, on pourrait penser que le Brexit ayant été considéré comme étant une erreur majeure, tout comme l'affaire du Rwanda, là, pour le coup, les travaillistes se sont engagés à ne plus expulser de gens vers le Rwanda. C'est une chose absolument abominable. On est au 21e siècle, il faut se rendre compte à quel point ce genre de procédé est abominable, d'envoyer des gens qui n'ont rien à voir à faire avec ce pays en leur disant vous allez au Rwanda et on verra après. Là, les travaillistes se sont engagés en disant on va arrêter ça. Par contre, sur le Brexit, ils sont bien plus discrets, et pour cause. Nicolas Bavrez. C'est vrai que le Brexit, c'est le grand absent de cette campagne, sauf évidemment pour Farage, qui en a fait effectivement. voilà. Il veut le vrai Brexit. Exactement. Et en expliquant que, parce que le bilan du Brexit est quand même très négatif, y compris d'ailleurs en termes, pour les travailleurs pauvres, la pauvreté a quand même beaucoup progressé au Royaume-Uni. Ce qui est vrai, c'est que la stratégie du Labour, c'est visiblement d'essayer de renégocier, en tout cas de trouver des accords avec l'Union européenne, mais de le faire par le bas. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, ce qui se passe, alors c'est la politique, je suis absolument d'accord sur le fait que les forces fondamentales qui travaillent la société britannique sont les mêmes que celles du continent, mais on va quand même avoir une divergence politique entre l'évolution, y compris de la nouvelle configuration du Parlement européen, et ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc, on pensait tous qu'il y aurait, par exemple, une relance de la coopération bilatérale franco-britannique en matière de défense. C'est vrai que ça paraît compliqué si on a des configurations politiques qui sont tout à fait à l'opposé. Et le problème va se poser aussi avec l'Union européenne. Sur la politique étrangère, sur la Russie et l'Ukraine, il n'y aura pas de différence avec les conservateurs. Donc, une politique britannique très fermement opposée à Vladimir Poutine est favorable à l'Ukraine. En revanche, sur le Moyen-Orient, on pourrait avoir une inflexion, notamment sur un engagement plus marqué des Britanniques en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et de la solution dite à deux États. Mais le problème majeur, c'est bien celui qui a été évoqué à l'instant, c'est est-ce que, compte tenu des difficultés du Royaume-Uni, est-ce que cette équipe du Labour, qui va marquer une vraie alternance quand même avec une option social-démocrate qui avait disparu du paysage depuis longtemps, est-ce que cette équipe sera capable finalement de proposer et de mettre en place une nouvelle donne qui permette de relancer le Royaume-Uni et finalement de régler les trois problèmes qui sont des problèmes qui se posent à beaucoup de pays européens. Comment est-ce qu'on remet de la croissance, et une croissance qui soit, si possible, soutenable d'un point de vue financier, social et climatique. La deuxième chose fondamentale, c'est comment est-ce qu'on remet en route les services publics. Et enfin, comment est-ce qu'on trouve un mode de régulation civilisé de l'immigration, où évidemment, c'est pas un système ouvert à tous, mais en revanche, on a à la fois un système d'état de droit qui fonctionne et un équilibre entre maîtrise de l'immigration et intégration. Et ces trois problèmes, effectivement, vont se poser aux Britanniques comme à tous les autres pays européens, avec la dernière chose qui est qu'aujourd'hui, par ailleurs, il faut réarmer face à la Russie, ce qui était pas du tout prévu, mais qui rajoute encore des contraintes et des difficultés. Et peut-être aussi, puisqu'on s'intéresse à l'avenir, de voir ce que peut être le destin du Parti conservateur s'il fait jeu égal ou à quelques points près avec Reform UK de Nigel Farage. Est-ce qu'il n'est pas envisageable pour la première fois que ce parti disparaisse au profit de ce qui est le plus à sa droite, et que dans
X temps aux prochaines élections, puisque comme on sait, les élections britanniques peuvent être déclenchées à tout moment par le Premier ministre, ce soit en face d'une droite dure et extrémiste que se retrouve un gouvernement travailliste qui forcément aura perdu des électeurs, puisque s'étant affronté à la réalité, il n'aura pas pu donner immédiatement la mesure des points les plus forts de son programme, notamment, encore une fois, sur le système de santé et sur le système des transports. Isabelle de Goldman. Oui, non, c'est une bonne question, mais je me souviens qu'il y a quelques années, on disait pareil du Parti travailliste. On disait il va disparaître. Donc, bon, voilà, finalement, il y a peut-être plus de durabilité de tout ça. Et j'ai envie de dire qu'il y a une forme de pragmatisme britannique qui s'exprime sur le Brexit. Parce qu'on voit bien qu'ils ne reviennent pas sur le Brexit, que ce n'est pas la peine, en fait. Et ils vont faire un faux vrai Brexit. Enfin, je pense qu'il y a des accords qui vont se renouer si c'est les travaillistes. Ça, je trouve ça intéressant. Puis peut-être aussi... parce que moi j'avais envie d'être optimiste aujourd'hui, de dire qu'il va y avoir une forme de stabilité démocratique qui n'est pas négligeable dans un paysage européen qui est quand même très secoué en ce moment. Bon, voilà, là il y a une vraie alternance. Il y a une démocratie qui a tenu, il y a un système qui permet quand même normalement de continuer à avoir deux partis, mais on va voir sur le système électoral, effectivement on va voir, et donc c'est vrai qu'il y a tout ce problème des services publics, mais on a un peu envie d'y croire, en tout cas de se dire que là, il y a une vraie réponse démocratique, politique, qui est apportée à une crise qui, à mon avis, concerne l'ensemble des pays européens. Akram Belkaïn. Oui, il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire effectivement sur les défis et les évolutions des grands partis, mais pas simplement en Grande-Bretagne. En Angleterre, ça pourrait concerner les États-Unis et d'autres pays d'Europe. Si je prends par exemple ce que vous disiez sur la question des conservateurs, c'est vrai qu'aujourd'hui aux États-Unis, le Parti républicain est incapable de survivre sans s'appuyer sur, je dirais, l'aspect radical des troupes pro-Trump, sur le vieux Parti républicain est en passe de disparaître. Et il est en train d'être refaçonné par l'irruption de mouvements qui ont résulté à la fois de l'émergence de Donald Trump, mais aussi du Tea Party, etc., de ces exigences de plus en plus ultra-conservatrices, radicales, et qui font que cela modifie effectivement la nature même du parti, de ce parti de droite. Ça, c'est un parallèle qu'on peut retrouver un peu partout. Et effectivement, les conservateurs vont avoir fort à faire. Peut-être que le fait d'être dans l'opposition, de constituer un cabinet fantôme et en profiter des erreurs, et elles viendront des travaillistes, leur permettront de se redonner des couleurs. Mais néanmoins, avec Farage, il y a une exigence, il y a une espèce de quelqu'un qui pousse derrière et qui les obligera peut-être à être encore plus radicaux. Sur le côté travailliste, la gauche, entre guillemets, ou la social-démocratie, là aussi, alors c'est l'un et c'est un point très délicat, mais je pense qu'il faut tout de même l'aborder, c'est le facteur de division. La guerre à Gaza, entre Israël et les Palestiniens, parce que l'expression Israël, guerre contre le Hamas, moi, ne me satisfait pas. Aujourd'hui, c'est une guerre entre Israël et les Palestiniens. Elle divise. Elle divise à gauche. Elle divise, on l'a bien vu, il y a des débats, etc. Et tout. Alors effectivement, il y a une marge, une partie de la gauche dont les propos sont inadmissibles, sont choquants, sont antisémites. Et cette marge, cette minorité, permet aux contempteurs du travaillisme et de la gauche de disqualifier l'ensemble du mouvement. Il n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur même de ces mouvements, les dirigeants ne peuvent pas ne pas tenir compte d'une position de plus en plus favorable et je dirais engagée à l'égard des Palestiniens. On dit par exemple qu'aux États-Unis, Joe Biden a peut-être été l'un des derniers présidents démocrates à avoir été élu sans, je dirais, faire preuve d'une grande sympathie à l'égard des Palestiniens. Vu la mobilisation de la jeunesse américaine aujourd'hui, notamment dans les campus, y compris la jeunesse juive américaine, le prochain candidat démocrate ne pourra pas avoir le même positionnement que Biden. En Grande-Bretagne, en Angleterre, c'est exactement la même chose. Parce que le parti qui voit arriver de nouveaux militants, une nouvelle jeunesse, alors c'est ce qu'on peut appeler les mouvements woke, etc. et tout, mais enfin tout ce bouillonnement qu'on a du mal encore à situer sur l'échelon politique, est un facteur de réalité qui, certes,
au-delà du discours et de la position, obligera, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Nicolas, sur le fait qu'il va y avoir un recentrage de la politique dans les années à venir, de la politique extérieure de la Grande-Bretagne, sur la question au Proche-Orient, et ça vaut pour tous les mouvements sociodémocrates dans le monde. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui de Vladimir Poutine face au terrorisme islamique au Daghestan. Au Daghestan, République russe du Caucase, le 23 juin, au moins 20 personnes ont été tuées et 26 autres blessées, dont des policiers et des civils, dans des attaques coordonnées menées contre des édifices religieux à Makhatchkala et Derbent, 2 villes de cette république. 3 mois après l'attaque sanglante contre le Crocus City Hall, 145 morts dans une salle de concert moscovite le 22 mars, plusieurs églises et synagogues ont cette fois été visées. La branche russe de l'État islamique au Khorasan a publié un communiqué affirmant que l'attentat avait été perpétré par des membres de l'État islamique dans le Caucase. Le Daghestan, qui compte environ 3 millions d'habitants à majorité musulmane, a été le théâtre ces derniers mois de campagnes anti-juives. Le 29 octobre, une foule avait pris d'assaut l'aéroport de Makhatchkala en réponse à des appels antisémites sur les réseaux sociaux, encourageant la population à bloquer un avion de passagers en provenance d'Israël. Plus de 20 personnes avaient été blessées. Même si le phénomène n'est guère mis en avant par les autorités russes, le pays est régulièrement la cible du terrorisme islamiste. À chaque fois, on a soupçonné l'État islamique au Caucase, la filiale russe de la nébuleuse. Dans le Nord Caucase, des rebelles islamistes armés affrontent régulièrement la police. Et si entre 2010 et 2014, les groupes salafistes et wahhabites ont été pourchassés, notamment au Daghestan, le pouvoir pour acheter la paix sociale a laissé se développer dans la société des tendances fondamentalistes et rigoristes. Dans les milieux politiques et religieux de Russie, dont la grande crainte conjoncturelle, mais aussi séculaire dans ce pays multiethnique et pluriconfessionnel, est celle des conflits intercommunautaires, les tensions dans le Caucase du Nord sont un sujet particulièrement sensible. Le Kremlin ne cesse de vanter la solidité de son modèle multiethnique. La Russie compte entre 15 et 20 millions de musulmans sur une population de 140 millions. Tout en s'affichant régulièrement aux côtés du patriarche orthodoxe, Vladimir Poutine s'adresse régulièrement aux musulmans. Il souligne qu'ils sont une composante de la nation, tandis que les terroristes islamistes sont toujours présentés comme des étrangers. 4 religions sont considérées en Russie comme traditionnelles. La loi sur la liberté de conscience de 1997 reconnaît le rôle spécial de l'orthodoxie dans l'histoire de la Russie, mais affirme sans plus de précision qu'elle respecte le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et d'autres religions qui constituent une partie intégrante des peuples de la Russie. Les religions traditionnelles ont des avantages en matière d'enseignement religieux à l'école ou encore de soutien juridique et financier, tandis que les autres demeurent suspectes, surtout si elles ont des relations déclarées avec l'étranger. Le patriarcat de Moscou a toujours veillé à mener un dialogue avec les principales composantes religieuses du pays, et notamment avec l'islam. La ligne officielle gouvernementale consiste à dire qu'en Russie, il n'y a aucun problème entre les différentes religions et que tous et toutes s'entendent bien. Sur cette question, Isabelle de Golemin. Oui, merci Philippe. Alors pourquoi en parler s'il n'y a aucun problème? Effectivement, on peut se demander. Alors déjà, la première chose, c'est quand on évoque comme ça le Daghestan, c'est le genre d'occasion où on se dit il faudrait quand même que je regarde la carte. Parce qu'on a une vague idée de là où c'est, on voit où est le Caucase, et puis on voit qu'à côté, il y a la Turquie et l'Iran, ce qui explique quand même une partie du problème et de l'importance de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là de la Russie. L'autre point, c'est qu'effectivement, la Russie étant aujourd'hui en guerre contre l'Ukraine, et donc très agressif pour l'Europe, c'est quand même important aussi pour nous de savoir comment elle gère elle-même son propre espace intérieur. Alors, c'est sûr que Poutine fait tout pour qu'on ne parle pas de ces difficultés qu'il a avec les islamistes terroristes, les islamistes radicaux, qui sont pourtant fortes, et d'autant plus fortes qu'il y a un certain nombre de combattants qui sont revenus de Syrie ou d'Irak, et surtout que
avant, ça faisait une sorte de déversoir. Il y a eu beaucoup de Russes qui sont allés combattre aux côtés de Daesh dans ces régions et qui maintenant, effectivement, n'y vont plus. Et ça fait ça fait quelques années qu'on alerte sur un niveau de recrudescence de la radicalisation islamiste dans ces républiques du Caucase, ce qu'a bien montré effectivement l'attentat sur le Caucus qui a fait quand même 140 morts. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et on n'en a quasiment pas parlé, ce qui est fou quand on pense à ce que on aurait dit s'il y avait eu la même chose ou quand il y a eu la même chose en France. Effectivement, tout est fait pour qu'on n'en parle pas. Alors, comme vous l'avez dit, normalement, il y a un système de laïcité avec une orthodoxie plutôt favorisée en Russie et surtout qui cherche à embarquer les musulmans dans une espèce d'alliance civilisationnelle pour défendre voilà, une forme de conservatisme sociétal et contre l'Occident. Et d'ailleurs, ces attentats, tout de suite, la Russie a dit que c'était l'Occident qui était responsable. Donc, c'est la stratégie. Cette stratégie est de plus en plus, on voit bien, de plus en plus fragile parce que d'abord, il y a un problème démographique. C'est que les populations de ces républiques caucasiennes augmentent beaucoup plus vite que les populations orthodoxes russes centrales. Et puis, il y a un problème aussi de ségrégation, c'est-à-dire que même à Moscou, il y a beaucoup de musulmans qui viennent du Caucase et qui sont très mal considérés par la population. On les appelle les Noirs, qui vivent dans des conditions souvent assez mauvaises. Et il y a beaucoup de tensions, surtout depuis l'attentat qu'il y a eu à Moscou, beaucoup de tensions entre les populations. Donc il y a un problème, on va dire, moins religieux qu'ethnique, sachant que dans cet espace russe, la religion est une manière d'affirmer une forme de culture. Donc, combien de temps est-ce que ça va tenir ? Combien de temps est-ce que Poutine va réussir à garder une paix civile tout en ayant quand même la plupart de ses effectifs aujourd'hui sur l'Ukraine ? Ça, c'est la vraie question. Et puis peut-être rappeler quand même qu'il y a eu du XIIIe au XVe siècle une domination tatare sur la Russie. C'est pas rien, c'est quand même, voilà, dans l'histoire, c'est quand même un espace qui connaît bien et qui s'est quand même plusieurs fois confronté avec cet islam-là, qui est un islam sunnite, et puis qu'il y a toujours cette espèce de tension dans la manière de considérer la Russie depuis longtemps, soit comme un empire qui arrive à finalement faire autour du noyau orthodoxe une sorte de conglomérat qui fonctionne comme empire, soit au contraire comme un noyau orthodoxe menacé par ces républiques de l'Est, ces républiques asiatiques, et qui peuvent démographiquement envahir cette Russie orthodoxe. Et cette tension-là, finalement, elle existe toujours de nos jours. Akram Belkaïd. Oui, rappelons que, d'une certaine manière, Vladimir Poutine s'est fait par le biais d'une guerre absolument horrible et terrible qu'il a menée en Tchétchénie, contre justement des fondamentalistes qui avaient pris les armes. Le décor, enfin l'arrière du tableau dans toute cette situation de radicalisation, d'attentats, est aussi d'ordre, je dirais, identitaire et séparatiste. Vous avez des gens qui considèrent que la République à laquelle ils appartiennent n'a rien à faire au sein de la Fédération de Russie et ont des exigences, je dirais, séparatistes, indépendantistes, sur lesquelles vient se greffer un activisme religieux, radical, qui complique la donne. Rappelons aussi que Poutine s'est illustré par une intervention militaire, là aussi absolument dévastatrice, en Syrie, qu'il a combattu, qu'il a permis au régime de Bachar al-Assad de s'en sortir, mais que son ennemi en face était plusieurs groupes de radicaux islamistes, mais pas que. La population civile aussi en a payé le prix, et donc il y a, un passif entre les deux parties qui n'est pas négligeable. Dans tout ce à quoi on assiste, dans les revendications, la Syrie revient comme rappel dans les propos des islamistes qui en veulent à Poutine. En ayant dit ça, il faudrait aussi avoir en tête, et là sans chercher à défendre les Russes, mais dans leur manière de percevoir les choses.
pour eux, si vous voulez, ils n'ont pas oublié que l'intervention, leur intervention de 1979 en Afghanistan a provoqué en retour, je dirais, une aide massive, très forte, de la part de l'Occident vis-à-vis de groupes armés, les fameux Moudjahidines, qui à l'époque étaient bien sympathiques, mais qui sont aujourd'hui devenus des talibans et consorts. Donc là aussi, il y a quand même eu un basculement. Il y a ce point-là qu'il faut rappeler quand même, parce qu'il fut une époque où l'Occident a armé des groupes armés radicaux, et dont les enfants, les héritiers, sont ceux qui commettent des attentats aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que pendant très longtemps, l'Occident a toléré que l'Arabie saoudite diffuse dans toute la région, et notamment au Caucase, par le biais avec de l'argent massif, par le biais de fonds, d'injections de fonds dans les organisations caritatives, etc. Donc l'Arabie saoudite a diffusé un islam rigoriste, wahhabite, qui n'avait absolument rien à voir avec la tradition quiétiste, spirituelle, s'inspirant du soufisme, de l'islam, du Caucase. Et ce que nous payons aujourd'hui, c'est cela aussi. C'est cette modification profonde de la nature de l'islam dans ces régions-là. On a laissé faire pendant très longtemps, et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir à composer avec ce genre de radicalité, parce qu'effectivement, Poutine a du mal de toute façon, son recours habituel, c'est celui de la force, mais en même temps, il a affaire, si vous voulez, à des populations dont le référentiel religieux a été bouleversé par des décennies d'influences extérieures qui ont apporté avec elles des éléments de radicalité. Nicolas Bavrez. Ce qui vient d'être dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que la Russie maintenant fait l'objet et a toujours été la cible d'un terrorisme islamiste important. Un des points, je trouve, qu'on peut relever, c'est que dans le commando qui a frappé au Daghestan, on trouve en fait deux fils d'un des dirigeants locaux. Donc, une fois de plus, l'idée que les terroristes viendraient d'un sous-prolétariat instrumentalisé par des religieux est une idée fausse, et on a bel et bien toute une partie des élites de ces républiques qui, effectivement, sont prêtes à basculer dans le terrorisme pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons d'indépendance et de souhait d'échapper à la tutelle de Moscou. Ça nous rappelle effectivement que le pouvoir de Vladimir Poutine a toujours joué, lui aussi, une partie dangereuse avec les islamistes, parce que les premiers attentats de 99 de Moscou, il est documenté que c'est le FSB qui les a organisés. Ça n'a pas été le cas ensuite sur l'école de Beslan, ou les métros de Moscou et de Saint-Pétersbourg, ou encore, évidemment, ce qui vient de se passer au Daghestan. Et donc, derrière, on a ce jeu ambigu de Vladimir Poutine. C'est un régime qui s'est construit et qui survit par la guerre et pour la guerre, et qui est construit sur la force et la violence intérieure et la violence extérieure. Et ce qui frappe, c'est aujourd'hui le déni complet, puisque, une fois de plus, les proches de Vladimir Poutine ont expliqué que ces attentats étaient inspirés, sinon réalisés, par l'Ukraine et par l'Occident, ce qui est évidemment absolument faux. Et ça nous montre la fragilité quand même du régime de Vladimir Poutine. Il y a 15 à 20 millions de musulmans sur les 140 millions de citoyens russes. Clairement, le dynamisme démographique est de leur côté. Par ailleurs, il y a une hécatombe en Ukraine qui va peser durablement sur ce qui reste de démographie russe. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, la fédération, elle est très fragilisée, et que, par ailleurs, sur le plan stratégique, la Russie est maintenant en voie de vassalisation par la Chine. Donc ça permet de mesurer quand même
l'impasse complète dans laquelle se trouve aujourd'hui, l'impasse stratégique de la Russie de Poutine. Et le dernier point sur lequel je voudrais, c'est qu'il y a des leçons autres que pour la Russie. La première leçon, c'est que la guerre d'Ukraine a fait qu'elle a tout écrasé. On a perdu de vue l'islamisme. Aujourd'hui, le Sahel, c'est assez impressionnant. On a un vrai Sahélistan qui est en train de se mettre en place. Et on a aussi un regain de l'État islamique au Moyen-Orient. Et puis, on a cet État islamique au Khorasan qui a montré sa capacité à agir et agir sous la forme de commandos organisés, coordonnés, et pas seulement de passage à l'acte d'individus. Donc, il y a une capacité de frappe de l'État islamique qui est reconstituée. Et c'est vrai aussi pour l'Europe. Il y a aujourd'hui des menaces très sérieuses en Allemagne sur l'organisation de l'Euro de football. Et il y a des menaces sur les Jeux Olympiques en France, avec soit des jeunes radicalisés d'origine caucasienne, soit aujourd'hui, ce qui apparaît de nouveau, c'est-à-dire la capacité de projeter des commandos ou d'éveiller un certain nombre de cellules dormantes. Donc je crois qu'il faut bien avoir ça en tête, c'est que ça paraît très loin et il y a néanmoins des conséquences importantes, y compris pour l'Europe, dans ce qui se joue en ce moment autour de cet État islamique au Khorasan. Isabelle de Golemin. Non, juste rappeler aussi, pour compléter ce tableau effectivement un peu effrayant, c'est que quand même, ça fait des années que Moscou finance le Daghestan. C'est-à-dire que c'est vraiment des républiques caucasiennes sont complètement soutenues financièrement par l'État central parce que c'est un enjeu stratégique hyper important par rapport à la mer Caspienne. Et donc là, on voit vraiment, effectivement, de manière assez visible, l'échec total de cette politique de soutien qui est en train de se retourner contre Moscou. Akram El-Kaïl. Oui, alors l'un des éléments peut-être qui pourrait inciter à l'optimisme, c'est que l'une des puissances, ça a été cité tout à l'heure, l'une des puissances régionales qui est présente sur ce théâtre, c'est la Turquie, et que visiblement, depuis quelques mois, peut-être même plus, les Turcs ont compris l'urgence d'arriver à stabiliser la région, d'abord parce que c'est leur arrière-cour, c'est leurs intérêts directs et immédiats qui sont en jeu, et donc on voit des initiatives diplomatiques qui essayent d'arriver à trouver une espèce d'entente qui ne soient pas simplement les ententes habituelles dirigées contre l'Occident, mais vraiment des ententes sur le plan régional. Ça n'a pas encore pris la forme d'une institution donnée, mais en tous les cas, c'est dire la gravité de la situation. Et je suis avec beaucoup d'attention ce que font les Turcs sur cette question-là, parce que leur influence est manifeste, notamment au Daghestan, mais aussi dans d'autres pays du Caucase. Je vous remercie. Nous avons atteint notre dernière séquence, la séquence des brèves. Nicolas Bavrez, voulez-vous l'introduire ? Alors, 2 livres pour éclairer un peu l'actualité. Celui que vient de publier Dominique Schnapper, qui s'appelle « Les désillusions de la démocratie », et qui évidemment prend une résonance particulière. C'est une réflexion sur les tensions de la démocratie qu'on a évoquées à propos du Royaume-Uni, la tension entre l'égalité et la liberté, mais aussi aujourd'hui l'égalité et les identités. Et puis il y a un autre livre qui vient de ressortir, qui est le livre de Klaus Mann, Contre la barbarie. Ce sont des chroniques. Klaus Mann, c'était le deuxième fils de Thomas Mann. Il est né en 1906. Il a assisté donc à la prise du pouvoir par Hitler. Il est parti aux États-Unis en 1933 et il est revenu en Europe en 1945 sous l'uniforme américain. Et donc, ce livre exprime un certain nombre de ces chroniques et notamment son analyse de la montée en puissance et de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et il insiste beaucoup, ce qui est intéressant, sur le manque de lucidité des forces politiques et économiques conservatrices qui ont voulu faire un pacte avec Hitler en pensant qu'il serait leur instrument et qu'il serait en fait qu'il serait l'homme d'une révolution conservatrice tenue par des forces traditionnelles, évidemment,
il en est allé tout autrement. Et donc ce témoignage est très intéressant, avec beaucoup de lucidité et puis effectivement certaines résonances avec la période actuelle. Isabelle de Golemin. Oui, c'est drôle parce que je ne pensais pas en parler du livre de Dominique Schnapper, mais je dois dire que moi, je n'ai pas tellement apprécié. Alors, il est très clair, etc. Mais effectivement, elle fait du wokisme. Je caricature un peu la principale source de faiblesse des démocraties. Et là, je ne la rejoins pas tout à fait. Je trouve quand même qu'il y a aussi un problème social, de territoire, etc. Et bon, voilà. Moi, je pensais vous parler d'un film, alors qui n'est pas un film extraordinaire, mais qui est quand même très intéressant. C'est Six pieds sur terre, qui est un film qui a été réalisé par Karine Ben Salah, qui raconte la vie de Soufiane, qui est un jeune d'origine algérienne, qui vit en France, qui fait la nouba, la fête, etc. Puis qui d'un seul coup se trouve sous le coup d'une éventuellement ce qu'on appelle une OQTR, c'est une obligation de partir parce qu'il ne passe pas ses examens à l'université. Et pour avoir un travail et pouvoir rester en France, il va aller dans une entreprise de pompes funèbres musulmanes. Et c'est un film assez intéressant parce que d'abord il y a de très belles images sur la manière dont dans l'islam on s'occupe des corps des défunts, et c'est pas du tout sordide, c'est assez beau. Et puis c'est à travers ce soin aux défunts qui va, alors c'est peut-être un peu simpliste, mais c'est quand même intéressant, qui va retrouver une forme d'ancrage dans cette double identité qu'il a du mal à assumer. Et il y a de très belles scènes de mort dont on s'occupe. On renvoie souvent les corps en Algérie, ou en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà, c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir sur la religion, l'identité, la culture, et toute une jeunesse qui se trouve comme ça aux confins de toutes ces identités et la complexité que ça représente pour elle. Akram Belkaïd. Écoutez, on va passer au monde onirique. C'est un livre hommage au studio Ghibli. Alors, je ne sais jamais comment on dit, mais alors les studios Ghibli, pour celles et ceux qui connaissent, c'est l'animation japonaise, c'est Miyazaki notamment. Et donc, c'est un livre aux éditions Inis, et qui traite de plusieurs films, 4, si je me souviens bien, que les studios Ghibli ont produit et diffusé, avec notamment les 2 pièces majeures que sont Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro. Alors, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, et par les temps qui courent, je pense que c'est une lecture qui peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. À propos de lecture et de bande dessinée, vous nous aviez recommandé, je ne sais plus si c'était la dernière fois, vous êtes venu ou la fois d'avant, mais cette bande dessinée que j'ai achetée sur l'Algérie, sur la situation en Algérie, ça s'appelle l'immeuble des Roumis. Oui, l'immeuble des Roumis, voilà, absolument. Donc, mais c'est le premier tome. C'est le premier tome. Et alors le deuxième vient quand ? Il travaille dessus. Je crois que c'est. Enfin, pour le connaître un petit peu, je crois que il met du temps. Il a longuement travaillé sur ce dessin. J'avais vu une brève l'annonçant. Il était 3 ou 4 ans avant. Et voilà. Donc. Bon, mais en tout cas, je viens seconder, comme on dit. Notamment dans les assemblées délibératives anglo-saxonnes, je viens seconder votre recommandation sur cette bande dessinée, qui n'est pas seulement claire dans son dessin, mais qui est très claire dans cette remontée sur l'histoire de l'Algérie à partir de l'indépendance. Et toute remontée en arrière est instructive, juste puisque vous avez parlé l'un et l'autre de Dominique Schnapper. Elle est la fille de Raymond Aron, elle a son œuvre à elle, mais c'est l'occasion d'évoquer des images de Raymond Aron qui circulent beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, et d'un entretien dans lequel il déclare qu'il aimerait bien que son dernier livre soit un livre sur l'influence de la bêtise dans l'histoire, car la composante de la bêtise lui semble, peut-être n'a-t-il pas tout à fait tort, quelque peu ignorée. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire s'occupe de tout ce qui tourne autour de nos plateformes de financement. C'est Adrien Beccaria qui, pour le studio L'Arrière-Boutique, a enregistré notre conversation, et c'est Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui la produisent. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que nous diffuserons dès le vendredi notre conversation d'analyse des résultats du premier tour des élections législatives.